Il nous pisse dessus sans même essayer de nous faire croire qu'il pleut. Bonsoir YouTube. Donc, une fois n'est pas le coutumé, une vidéo qui va parler des gilets jaunes. Oui, alors pourquoi en fait? Bon, excusez-moi pour la voix, à force de passer un peu de temps dehors, avec le temps qu'il fait, ben, on prend un peu des coups de froid, etc. Pourquoi je fais cette vidéo? C'est parce que pour moi, il y a besoin d'une vue plus globale, d'une analyse qui est peut-être un peu plus... qui n'existe pas à l'heure actuelle sur Internet. Donc je trouve plein de choses, mais des choses bien rigolotes, des analyses très pointues sur des faits récents, etc. Et ce n'est pas du tout ma spécialité. Moi, comme je l'ai déjà dit dans des vidéos auparavant, mon truc, c'est d'emmagasiner des millions d'informations pour en sortir une conclusion. En procédant par une analyse à la fois analytique, rationnelle, et également intuitive. Parce que il n'y a pas que le côté analytique le côté analytique a souvent tendance à avoir des zones d'ombre, et le côté intuitif compense cet aspect-là. Alors, donc une vidéo qui sera comme les autres, un peu longue, avec des slides, de la réflexion. N'hésitez pas à revenir dessus après coup. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis un quadragénaire, je suis un ingénieur. Je pourrais dire que je suis atypique dans la catégorie des gilets jaunes, vu qu'en fait, bon, moi j'ai pas trop de problèmes pour boucler mes fins de mois à l'heure actuelle. Même si ça peut éventuellement changer à l'avenir, hein, ça c'est sûr. Même si je ne changeais pas de boulot, de toute façon, la pression politique, les ordres des marionnettistes fait qu'en fait, maintenant, on en vient à taper de plus en plus. Donc on a tapé sur les classes basses, on a tapé sur les classes moyennes, et puis même maintenant, ça sera sur les classes supérieures. Bon, le 1%, lui, par contre, c'est lui qui dirige le jeu, donc voilà. Mais je comprends tout à fait effectivement la motivation des gilets jaunes. Je me suis intéressé depuis très longtemps aux propos, à ce que Étienne Chouard avance. Pour moi, il y a aussi là-dessus, on verra, on va y revenir dessus, beaucoup de lacunes. Et donc, que je vais essayer de combler par les apports que je voudrais faire à un projet constituant en fait. Je précise tout de suite que bon, je me suis énormément intéressé à ces travaux, mais pourtant je n'ai pas participé à des ateliers constituants. Donc je ne sais pas quel est le contenu de ce qu'ils ont pu éventuellement mettre dedans. Et comme pour moi, c'est une tare d'ailleurs, ils n'ont pas mis leurs travaux sur internet pour qu'il y ait un travail collaboratif beaucoup plus large, que absolument tout le monde puisse y mettre son grain de sel. Avis aux geeks, hein, là-dessus, allez-y, c'est récupérer ces informations-là, monter une plateforme participative avec suivi et traçabilité des modifications, etc. et tout, de façon à ce que ça accélère les choses, quoi. Diffuser l'information auprès des youtubeurs d'influence, de façon à ce que on puisse déjà commencer à préparer l'après, quoi. Parce que, en fait, vu le niveau d'autisme de nos dirigeants, vu leur capacité à jeter de l'huile sur le feu, en fait ça va peut-être venir plus tôt que prévu. Au départ du mouvement, moi je pensais que ça allait être une question plutôt de mois, voire plusieurs mois, semestres. Et force est de constater qu'en fait ça risque d'aller beaucoup plus vite. Donc bon. Donc dans la vidéo, j'irai de la réflexion, absolument rien de populiste, rien. Je ne suis pas un rouleur de mécanique. Hein. Je suis là pour vous présenter des idées. Vous pouvez tout à fait vous les faire vôtres, les reporter, les modifier, les copier, il n'y a aucun souci. Faites. C'est en libre accès. Alors, pour moi, d'un point de vue historique, en fait, les gilets jaunes, ce qui a été peu mis en avant, c'est qu'en fait, ça vient dans la continuité. Alors, si je place le premier curseur dans la manifestation contre le mariage pour tous, c'est parce qu'en fait, c'est la première manifestation où les syndicats ont eu du mal à encadrer le truc. Et une des premières manifestations aussi où les personnes qui participaient à la manifestation
ont désamorcé les flics infiltrés qui faisaient de la casse de façon à décrédibiliser le mouvement. Ça, on en a systématiquement, c'est un grand classique. Mais là, pour le coup, c'était la première fois que, via l'utilisation des smartphones, via des procédures, je dirais, de mise à l'écart, de photographie, etc. et tout, on va dire, il y a eu cet aspect-là, quoi. Et effectivement, les manifestations contre le mariage pour tous, elles ont regroupé très large dans la population. Donc ça aussi, c'est un des points qui fait que, en fait, ça marque un point de rupture par rapport, je dirais, aux petites balades que les syndicalistes faisaient faire au peuple. Hein. Voilà, quand le peuple n'est pas content, allez, on lui fait prendre un peu l'air. On lui dit que tel week-end, il faut qu'il fasse tel itinéraire. Il prend soit le soleil, soit l'eau, selon les moments. Il s'égousille bien. Puis après, on les rentre à la maison, hein, parce que, bon, voilà, il faut les border. Et puis, surtout, pas recommencer directement le lendemain. Si éventuellement il faut en refaire une, ça sera peut-être dans 2 ou 3 semaines. Les syndicats sont clairement responsables, je dirais, de l'état d'envenimement, l'état de pourrissement dans lequel on est actuellement. En même temps, ils n'ont joué que le rôle que les marionnettistes leur ont demandé de jouer. Alors, après la manifestation contre le mariage pour tous, en fait, c'est les Anglais qui sont manifestés. Eux, ils sont allés... ils ont suivi toutes les analyses de Nigel Farage, etc. Et ils ont enclenché le Brexit. Bon, pour l'instant, ils n'en sont pas encore sortis, hein, parce que leurs élites à eux aussi les trahissent. Voilà quoi. De toute façon, même cause, même conséquence. À partir du moment où vous élisez quelqu'un, vous abandonnez vos devoirs, donc vos droits, donc ils font ce qu'ils veulent. Et eux se font corrompre pour pouvoir aller dans le sens de ceux qui payent. Donc l'élection égale règne du pognon. Voilà. Bon, toujours est-il que l'Angleterre, eux, ils ont dit, bon, dans un premier temps, on va déjà commencer par sortir de l'Europe, hein. Ça nous fera une bonne bouffée d'air, et puis c'est vrai que depuis ils se portent vachement bien, et puis tout pays qui sortira de l'Europe forcément ne peut que se porter mieux, il n'y a pas de souci là-dessus. En Amérique, après derrière, c'est les Américains qui ont dit aux dernières élections, en fait on est prêt à voter pour le premier qui se pointe, qui n'est pas du sérail. Et comment on va reconnaître celui qui n'est pas du sérail? C'est que les médias lui tapent dessus, lui inventent des conneries, et donc le premier qui s'est pointé, qui a réussi à un bon joueur de poker bien expérimenté, qui a bien réussi à jouer sa carte, à se faufiler au travers de toutes les élections intermédiaires du parti républicain, etc. et tout, c'était Trump. Voilà, donc bon, Trump, il a ses avantages et ses inconvénients, hein, voilà. Il y a beaucoup de monde qui comprend pas ce qu'il fait, mais c'est parce qu'en fait c'est un excellent joueur de poker et il sait très bien donner un petit peu pour recevoir beaucoup. Donc bon, il est face à une opposition qui est quand même phénoménale, qui a gangréné l'État américain à tous les niveaux. Et il arrive petit à petit à déconstruire le truc. Appuyé en grande partie aussi par un certain nombre de personnes en Amérique qui en avaient marre, notamment l'armée. J'ai pas le complexe militaro-industriel, mais l'armée, qui en avait marre d'aller au charbon pour rien. Viennent ensuite les populistes en Italie, qui eux, contrairement apparemment aux Grecs, n'ont absolument aucune envie de vouloir trahir le peuple. Voilà quoi. Et les élus grecs, systématiquement à chaque fois, ils ont baissé la culotte, ils se sont fait niquer par Merkel et consorts. Ils n'ont absolument pas respecté les conditions pour lesquelles ils avaient été élus par le peuple grec. En Italie, apparemment, ils sont plutôt engagés dans un bras de force. Et en fait, s'ils maintiennent leur position, l'Europe va éclater d'un coup. Voilà. Donc, si l'Europe éclate, ça ne sera pas à cause du Brexit, ça ne sera pas à cause de Asselineau, d'Assange, ou pas d'Assange, de Farage, ou voilà. Ça sera en grande partie grâce à l'Italie. Qui en même temps allait se faire mettre en couple réglé comme les Grecs, hein, voilà quoi. Et puis nous, si on manifeste aussi, c'est parce que on est en train de se faire mettre en couple réglé comme les Grecs, hein, on est en train de se faire gréquiser, chyprioter bientôt,
hein, mais là pour l'instant c'est juste le côté grisisé là. Et donc une goutte, puis une autre, puis une autre, le vase était plein. Et puis en fait, au tout début, le mouvement des Gilets jaunes, c'était juste pour des aspects, arriver à boucler les fins de mois et puis la répression routière. Mais en fait, très très vite, et c'est là que c'était surprenant, c'est là que c'est le point 2, en fait, c'est qu'Internet est un catalyseur contre la manipulation des masses, manipulation des masses qui a lieu depuis des siècles. Hein. En fait, très très vite, un certain nombre de personnes, apparemment, dans les différents mouvements à droite à gauche, ont fait valoir le fait que, en fait, bon, il y avait plein de revendications dans tous les sens, mais en fait, il y avait apparemment pour eux, en tout cas, une seule façon de régler les choses, c'était de rendre le pouvoir au peuple. C'était le fameux RIC, le référendum d'initiative citoyenne. Alors, moi je suis pas contre, mais on va voir après derrière que c'est pas suffisant pour moi, à mon avis. Il faut aller plus loin tout de suite. Sinon, on va se faire niquer. Si on essaye à l'heure actuelle de bricoler la 5ème République en mettant simplement du RIC dedans, on va se faire en papa outé. Donc oui, du RIC à tous les étages, mais en premier. Les mécanismes électifs de 5ème République, etc. et tout, c'est loin derrière. Et puis on va essayer, on a aussi, je vais vous montrer qu'il faut avoir une analyse beaucoup plus globale, qui n'est absolument pas présente actuellement dans tous les discours, toutes les informations que je peux voir passer sur les gilets jaunes, des différentes personnes qui en font partie, qui diffusent des infos, etc. Tout. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, mais pour l'instant, moi, je ne le vois pas passer, donc du coup, je fais une vidéo. Alors, ce qui est intéressant pour moi aussi, c'est que c'est aussi une tendance, tous ces événements, c'est une tendance clairement transgressive. Et pour moi, ça marque un retour du masculin dans des sociétés qui étaient entièrement féminisées, c'est-à-dire obéissantes et mensongères. Là, on a clairement un retour de la vérité et du rapport de force. En clair, grosso modo, on va arrêter de se mentir, hein, et puis on va faire les choses correctement, et pour arriver vers quelque chose qui soit plus juste et bon. Point. Alors, ce qui est très très intéressant, je pense aussi, c'est que très rapidement, alors à la fois d'un point de vue, on va dire épidermique, hein, mais aussi d'un point de vue intellectuel, ils ont compris que l'intégralité du mouvement Gilets jaunes devait être décentralisée et en mutation permanente. Là, ils ont vraiment capitalisé de l'expérience par rapport à la manifestation contre le mariage pour tous, où en fait il y avait eu un certain nombre de figures, de têtes de pont, de figures de proue, sur lesquelles on peut faire pression. C'est là-dessus, le pouvoir table là-dessus. Alors, pression, d'abord, c'est le classique, hein. D'abord, on commence à vous faire les gros yeux. Ensuite, on vous tend une liasse de billets. Ensuite, on vous menace. Ensuite, on menace de s'en prendre à vos proches, etc., etc. Voilà. Donc, ça, les différentes personnes qui sont passées par là ont même parfois un peu du mal à en parler, hein, parce que savent qu'elles sont toujours sous le coup d'une épée de Damoclès. Le gros intérêt des Gilets jaunes, c'est qu'en fait, bon, il y en a quelques-uns qui ressortent un petit peu du lot, hein, qui essayent un peu de faire parler d'eux, etc. et tout. Mais en même temps, s'ils dégagent, si ils sont arrêtés, si ils sont définitivement rayés de la liste, ça ne stoppera pas pour autant le mouvement, parce qu'en fait, il est viscéral et décentralisé. Ça, c'est clairement un apport qu'Internet a pu apporter, c'est la mise en communication. Alors, au départ, c'était une mise en communication, on va dire, purement virtuelle. Et puis, comme le pouvoir étant complètement autiste, ils n'ont absolument rien compris à l'ampleur du truc. Ils ont laissé les gens discuter en physique, sur des ronds-points, dans différents cortèges, voilà. Et des gens qui ne se connaissaient absolument pas du tout, qui n'avaient quasiment rien à partager en commun, profil social différent, professions différentes, convictions politiques ou religieuses différentes, tout ça. Bon, en fait, ils se rendent compte que ils se font tous en papaouté, hein, tous. Voilà. Et du coup, ça crée
une unité qui va être impossible à détruire. Alors que je dis impossible, ouais, bon, faut pas tabler non plus sur... je prédis pas l'avenir. Mais ce qui est sûr, c'est que avec le point 1, si les gilets jaunes n'arrivent pas à avoir quelque chose de vraiment fort pour arrêter cette tendance, ça sera les successeurs des gilets jaunes. Et alors là, ils capitaliseront encore plus du précédent, et je n'ose même pas imaginer ce que ça pourra être. J'ai déjà dit dans des vidéos que quand on vit dans des temps un peu spéciaux, où en fait, pour la première fois dans l'humanité, on a l'apparition du premier outil anti-mass média. Il y en aura d'autres qu'Internet, mais Internet est le premier. Et donc en fait, on va, de même que du temps du Moyen-Âge, ils n'envisageaient même pas qu'on puisse vivre autrement qu'avec des seigneurs et des rois. Et donc ils n'ont absolument pas compris, ils ne pouvaient pas imaginer le mode sociétal dans lequel on vit, de république. Nous, on aura effectivement du mal à se projeter. Alors, ce sera peut-être une démocratie, mais ce sera peut-être un autre système qu'on ne connaît pas encore complètement. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on va vers quelque chose de nouveau. Parce qu'un nouvel outil entraîne forcément un nouveau mode de fonctionnement. Et donc, on va avoir l'apparition d'un nouveau mode sociétal. Ce qu'il va y avoir dedans, savoir s'il sera bien ou pas bien, ça va dépendre uniquement des valeurs qu'on mettra dedans. Donc si on n'a qu'une envie, c'est de se tabasser, de piller, de tuer, de machin, ça se donnera un truc mauvais. Si au contraire on est plus dans une politique de communication, de paix, d'apaisement, de dialogue, de vérité et d'équité, etc., bah forcément ça donnera des jours un peu plus paisibles pour l'intégralité du peuple, hein, pas pour ceux qui voudraient mettre les autres personnes en coupe réglée. Donc le dernier point, effectivement une tendance légitime forte, on est dans des temps troublés et on va vers un monde incertain. Bon, jusque là, si peut-être pour les premiers points. Pour le premier point qui concernait donc on va dire un peu l'historique, inspirez-vous d'un article que Thierry Messant a fait sur le réseau Voltaire et qui a publié sur le réseau Voltaire, qui est très bien là-dessus. Moi, je positionne juste l'antériorité à la manifestation contre le mariage pour tous, mais bon, après derrière, chacun peut le positionner un peu où il veut. Bon. Donc mon deuxième point dans cette présentation, de l'huile sur le feu. Nos élus appliquent aveuglément les consignes des marionnettistes, qui sont encore au-dessus de l'Europe. Hein. Et ça donne lieu à l'heure actuelle à une répression aveugle et disproportionnée, qui était absolument immédiate dès le début du mouvement en fait. Alors ils étaient peut-être un petit peu renseignés là-haut, au gouvernement, de la façon dont ça se structurait, c'est-à-dire complètement décentralisé, et à la fois légitime, etc. Et tout. Et donc très difficile à manipuler. Très difficile à étouffer dans l'œuf, à faire en sorte qu'un leader, soit contrôlé et que du coup on contrôle les foules derrière. Peut-être que c'est une raison, je sais pas. En tout cas, toujours est-il que là, en fait, plus le temps passe et plus on constate un autisme, mais complet. Hein. Ils sont absolument incapables de voir et de comprendre ce qui se passe sous leurs yeux. Ils mettent plus le temps passe, à chaque fois qu'il se passe quelque chose. Là, donc on est le 9 janvier 2019. Il vient d'avoir les épisodes sur les boxeurs. Alors le capitaine de gendarmerie, des forces de police à Toulon, qui boxe un gars qui était arrêté, qui était complètement, il manquait juste de lui passer des menottes, et puis il a rien pour se protéger. Mais bon, ça, les médias, ils en parlent pas. Hein. Et puis par contre, on te met en scène en boucle un champion de boxe qui s'en prend à un policier avec casque, bouclier, tonfa, hein, et lui il est juste à main nue, quoi. Et on te dit que là c'est vraiment de l'agression contre l'agent, etc. Et tout. Oh ça va, hein. Oh, bon, même un champion de boxe que j'ai en face, voilà quoi. Alors ça va peut-être prendre quelques bleus, hein, mais
Bon, casque, bouclier et tonfa, voilà quoi. Et il a répliqué avec le tonfa, hein, le policier en question, sur la vidéo. Donc bon, ça me fait bien marrer quand après derrière ils essayent de jouer les pleurotes, les médias, en disant voilà, ça c'est des méchants gilets jaunes quoi. Excuse. Donc en fait, euh, on constate donc j'irais une absence complète de communication entre un besoin légitime et viscéral, hein, où le peuple crie que bah, il en a marre, il peut plus bouffer pour une partie enfin, du peuple, il ne peut plus vivre, il en a marre qu'on lui pisse dessus sans même essayer de lui faire croire qu'il pleut. Et de l'autre côté, on en a, je dirais, des marionnettistes qui sont, je dirais, complètement inconscients. Il y aurait eu 20 ans ou 30 ans en arrière, le peuple manifestait comme ça, immédiatement les politiques leur auraient lâché un petit peu de bride, quoi. Et le mouvement aurait été, je dirais, satisfait des pauvres miettes et serait reparti. Là, c'est juste de l'arrogance, de l'agressivité, de... Voilà quoi. Donc en fait, c'est vraiment mettre de l'huile sur le feu, hein. Chaque fois qu'ils ouvrent la bouche, c'est pour dire une connerie qui va faire que le mouvement va dégénérer. C'est juste phénoménal. Donc les marionnettistes, eux, ils ont envoyé leurs ordres aux marionnettes. Donc ils ont dit comment ça s'appelle, aux, aux fonctionnaires européens, faut que les gars en France règlent le truc. Les fonctionnaires européens vont voir le gouvernement français, lui dit bon ça vous me réglez ce truc là par la force, machin chose. Et il n'y a absolument personne qui s'est posé de questions. Sauf quelques-uns. Alors c'est ceux qui sont peut-être un peu sur la touche. Donc eux pour l'instant on leur demande pas, on leur envoie pas d'instructions. Et puis il y a peut-être aussi ceux qui sont un peu mieux renseignés. Je pense par exemple, comme par hasard, à tout hasard, à notre ex-ministre de l'Intérieur, ou au Nicolas Hulot, etc. Ils sont pas partis à ce moment-là pour rien. Alors oui, il y avait l'histoire de, au bout de tant de mois, ils touchent quand même des indemnités, blablabla, etc. Et tout. C'est peut-être vrai, je suis pas allé vérifier. Mais notre ministre de l'Intérieur est quand même parti en disant que la France était au bord de la guerre civile. Quelques semaines plus tard, qu'est-ce qui se passe? Les services généraux sont superbement renseignés, mieux que nous, hein, sur ce qui se passe en France. La preuve, une des preuves qui est vraiment phénoménale, c'est quand vous lisez le livre Guérilla de Laurent Oberton, qui décrit le scénario que les renseignements intérieurs redoutent le plus pour la France à l'avenir. C'est criant de vérité. C'est quelque chose. Alors, il écrit d'un côté. Je dirais c'est une fiction. Donc, il essaie de prendre des personnages qui sont les plus caricaturaux possibles. Et puis, c'est une éventualité que ça se passe comme ça. Évidemment, c'est une fiction. Mais c'est criant de vérité. Et ça fait peur, parce qu'effectivement, bon bah voilà. Alors c'est peut-être pas ça qui va nous attendre, hein, on va le voir après. Il peut y avoir d'autres scénarios face à ce nouveau mouvement, que les RG n'avaient. Enfin, ils ont peut-être, je dirais, fait remonter les informations, hein, ils ont sûrement fait des remontées des informations. D'où le départ de notre ex-ministre de l'Intérieur, mais pour autant, ces données-là sont très récentes et donc du coup n'ont pas été, je dirais, diffusées autres que les services de l'État, je pense. Les forces de l'ordre, elles obéissent pour l'instant. Donc vraiment, aveuglément, elles tapent, elles flashball, elles gazent, elles appliquent des ordres qui sont contraires à leurs instructions d'engagement, à leurs serments, ou même aux réglementations.
Simplement parce qu'il y a les préfets derrière qui leur ont donné l'ordre. Donc en fait, ils se pensent légitimes. Ça, c'est ce qu'on voit d'un point de vue macro. Après, ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que les forces de l'ordre, c'est pas pour rien qu'ils sont, je dirais, le deuxième taux de suicide en France derrière les agriculteurs, hein, depuis des années. Il y a eu un rapport qui a été un peu étouffé, qui était sorti, je crois, il y a à peu près un an, qui mentionnait effectivement l'état de profond malaise des forces de l'ordre. Alors malheureusement, moi, comptez pas sur moi pour les défendre, parce qu'en fait, pour moi, à l'heure actuelle, restent au sein des forces de l'ordre, je dirais, les plus pourris. En fait, ceux qui s'engagent dans les forces de l'ordre par un peu idéalisme, dans le but de servir la population, en fait, pendant des années, ils ont constaté qu'on leur demandait de faire des choses complètement contraires à leur engagement. On leur demandait de matraquer les gens, on leur demandait de les verbaliser, on leur demandait de les pressuriser. Et puis, avec des politiques du chiffre, aucune considération, on leur demandait d'être inhumains. D'où le taux de suicide. Donc en fait, on va dire les bons flics, malheureusement, pour une grande partie d'entre eux, ils sont déjà morts, quoi. Donc oui, ils sont en point, je dirais, ils obéissent, on prend quand même un profond malaise, parce que ceux qui ne s'étaient pas suicidés jusqu'à présent, ils sont quand même choqués par le fait de devoir appliquer des ordres qui sont contraires à la législation, de devoir mutiler des gens qui sont comme eux en face. Je posterai dans la description un lien vers une interview d'un journaliste, une interview toute récente, un journaliste qui s'est un peu spécialisé sur la violence policière et qui effectue une très très bonne analyse de ce qui se passe en fait. Sur la chaîne YouTube Le Média, qui fait partie des médias alternatifs qui se montent naturellement du fait que les médias mainstream, les vendus du système sponsorisés avec nos impôts, c'est-à-dire propagande d'État, en fait ne font pas leur travail, donc en fait du coup forcément ça crée un vide et il y a du coup des médias qui se montent. Il y en a d'autres, je ne vais pas forcément tous les citer, il y en a plein, libre à vous d'aller les consulter. Il y en a sur YouTube, je pense qu'il y en aura d'autres à l'avenir sur Peertube, parce que YouTube va être aussi, je pense, l'objet de pas mal de manipulations. Pour l'instant, tant que la France, il n'y a que la France qui est touchée, ça devrait encore aller. Mais faut pas se leurrer, le mouvement Gilets jaunes est extrêmement regardé par l'intégralité des peuples sur la planète. On est les premiers à oser faire ce genre de choses-là. Et les autres peuples ont une énorme estime du peuple français de manière générale quand il est rue dans les brancards. Alors, pour moi, les points culminants possibles du mouvement. Donc, on a vu le constat, c'est que la tendance elle ne peut que grossir. Plus le temps passe et plus le système qui est en place, le gouvernement, les médias, les juges, tout ça, se prive d'options, se prive de marge de manœuvre. Donc le mouvement se radicalise d'un côté, parce qu'on lui tape dessus, et donc même des retraités sur lesquels on tape, ils peuvent que constater que c'est plus la France qu'ils ont connue, hein, et donc ils le font clairement savoir. Et donc voilà, quoi, même les plus gentils, les plus doux, et qui ont été, je dirais, les plus formatés pendant toute leur durée de leur vie, finissent par se rendre compte. Donc ça ne peut aller que vers un point culminant et après je dirais un point de sortie. Donc la défiance envers les élus, les forces de l'ordre, la justice, les médias, les administrations, en fait ça peut mener vers un des scénarios qui serait, on va dire, plutôt un scénario de chaos. Chaos relatif, hein. On continuera quand même à pouvoir aller bosser. Il y aura de l'essence, il y aura de l'électricité, il y aura de la nourriture dans les grandes surfaces, voilà, chez vos fournisseurs. Par contre, ceux qui risquent d'en prendre plein la gueule, ce sera les bâtiments où s'exercent ces pouvoirs.
que ce soit force de l'ordre, justice, médias, administration, etc. Et tout. Donc ça sera les plateaux studio, les systèmes de relais de transmission, ça sera les palais de justice, ça sera les préfectures, ça sera les ministères, ça sera les services des impôts, ça sera tout ça. Donc ça, c'est un des scénarios qui est clairement, je dirais, de plus en plus possible. Actuellement, le mouvement Gilets jaunes se cantonne de manifestations les plus importantes le samedi. Mais à force de mettre de l'huile sur le feu, le foyer va finir par brûler en permanence. Et les préfectures, etc. et tout, vous ne pouvez pas les protéger en permanence. Les services, les flics, déjà, ils sont, je dirais, exténués, à bout, à force, je dirais, de devoir intervenir tous les samedis. Mais là, si vous avez en plus, en semaine, en soirée, des mouvements qui s'organisent et qui vont venir mettre à sac, hein, ici un palais de justice, là une antenne télé, ailleurs, hein, comment ça s'appelle, enfin n'importe quoi, ils n'auront pas le temps de suivre. Surtout c'est des trucs spontanés. C'est d'ailleurs pour ça que Philippe essaye de faire passer, d'augmenter la répression en durcissant les lois. Et même ça, c'était exactement ce qu'il fallait pas faire. C'était exactement ce qu'il fallait pas faire. À l'heure actuelle, ça fait des années qu'il y a des lois qui interdisent de filmer les flics. Qu'est-ce qu'on a là? Tout le monde filme. Tout le monde. Même les flics filment. Et puis, c'est pas que ça, hein. Il y a le nombre, enfin voilà quoi. On s'en prend au radar alors que c'est clairement interdit et que c'est passible de prison. Là, ils ont défoncé des bâtiments publics enfin, le week-end dernier. Il y en a qui commencent à s'en prendre, je dirais, aux forces de l'ordre. Tous ceux sur lesquels, je dirais, le système va essayer de taper vont être victimes, vont avoir le statut de martyr et vont avoir un soutien intégral de la population. Là, le boxeur de Massy, là, je ne sais pas comment ça va finir par se régler cette histoire, mais si les juges ne le laissent pas partir, éventuellement en lui tirant l'oreille, ça va encore rajouter de l'huile sur le feu. Et vous en aurez 10 ou 20, hein, des comme ça. Bon, voilà. Donc, le chaos, je dirais tout relatif, parce qu'en fait, faut bien se rendre compte d'une chose, hein, c'est qu'on peut tout à fait fonctionner sans eux. La Belgique a fonctionné pendant plus d'un an, et puis même là, ils ont recommencé, là, tout récemment, sans gouvernement. Et ils fonctionnent très bien. Hein. C'est pas le tiers-monde, hein, la Belgique. Hein. On n'a absolument pas besoin ni d'élus, ni du système en place pour vivre. En tout cas, dans des périodes à court moyen terme, sans aucun souci. Hein. Et je mentionne la Belgique, mais on doit peut-être pouvoir en trouver d'autres, hein, des comme ça. Alors, un des points culminants possibles, qui serait différent, ça va être le rejet de l'élection. Alors ça, moi je dis attention, c'est une boîte de Pandore. En même temps, je voudrais bien qu'elle soit ouverte, cette boîte, mais je sais pas trop ce que ça pourrait donner. Donc, parce qu'après, derrière, ça risque de partir en cahuète un peu partout. Empêcher n'importe quel type d'élection. Je dis bien d'élection, pas de votation, pas de référendum, des choses comme ça. Empêcher le mécanisme de transfert de pouvoir que chacun a vers un élu en faisant brûler les urnes. Je dis brûler les urnes, mais il peut y avoir d'autres mécanismes. Hein, voilà quoi. Là, je vous fais entièrement confiance à l'ingéniosité de mes concitoyens. Il y a plein de mécanismes possibles et imaginables. Ça va depuis le bulletin dans lequel on met un petit peu de... Dans un ziploc, vous mettez un peu d'huile et puis du permanganate. Vous attendez quelques heures, ça prend feu. Vous avez l'inflammation avec un laser à distance. Vous avez un dispositif électronique qui est glissé dans le bulletin de vote et puis qui va chauffer, qui va prendre feu. Vous pouvez avoir plein de trucs. Hein. Sans parler du commando qui intervient et puis qui
qui neutralise éventuellement les forces de police et les 2-3 flics qui sont là, et puis qui se barrent avec les urnes. Si ça intervient de manière très ponctuelle, bon, à la limite, le système arrivera à survivre, quoi. Vous faites ça de manière généralisée, c'est-à-dire au minimum sur un tiers des bulletins, des points de vote. Là, d'un point de vue international, ça va créer un tel malaise, un tel problème, qu'en fait, ils ne pourront plus le cacher, et surtout, ils ne pourront pas dire qu'ils sont légitimes. Même s'ils ont dépouillé quelques bulletins qui n'ont pas encore été, je dirais, brûlés ou autres, clairement, c'est équivalent à du bourrage d'urne, de se prétendre légitime dans ce cas-là. Donc pour moi c'est une boîte de Pandore, parce que ça peut impacter aussi le côté référendum d'initiative citoyenne. Donc je dis attention. Je voudrais pas trop que ça se fasse, mais ou alors peut-être que les référendums d'initiative citoyenne, de toute façon il faudra forcément que ça se base sur des outils modernes, donc des applications, des bases internet, le tout avec la transparence la plus totale possible et imaginable. J'imagine absolument pas du tout qu'on puisse avoir ça, je dirais, qui se manifeste sous une forme papier. Surtout qu'en plus, il faudra disposer de référendums beaucoup plus flous, beaucoup plus souples, avec la capacité de pouvoir voter, définir par exemple les budgets des dépenses ou ce genre de choses-là. Donc du coup, les gens seront amenés à mettre des chiffres sur leur bulletin de participation, et non pas simplement un oui ou un non, qui sont des options beaucoup trop limitées, quoi. Il y a plein d'options comme ça qui existent. Il ne faut pas croire qu'on peut faire des référendums juste avec des oui et des non. Il y a pas mal de chercheurs qui ont travaillé dessus. Je vous laisse vous documenter. Il y a des choses sur Internet, sur la sphère YouTube, etc., quoi. Un des points culminants possibles, ça serait, et ça par contre je pense que c'est très probable, c'est peut-être même le point le plus probable, je le souhaite pas, mais en fait bon, en même temps il faut être réaliste, en fait le constat que chaque gilet jaune, la plupart des citoyens, en fait ils sont armés de manière létale contre les flics, et utiliser les voitures. Et donc je vous préviens, ça risque d'être très problématique, mais c'est très probable que ça en vienne là. Donc voler une voiture et puis repérer des flics qui gazent des gens qui n'ont rien fait, et faucher. Je l'encourage absolument pas. Je constate juste que ça va être une hypothèse très très réaliste. Alors peut-être que les points culminants, ils seront autres que ceux que je liste là, mais pour moi, quand je vois la tendance, vu la capacité, l'autisme de nos dirigeants à mettre de l'huile sur le feu, à l'heure actuelle on en vient simplement au point, ça va finir par dégénérer. Et si des forces de l'ordre m'écoutent, qu'ils ne se fassent pas d'illusions, ils se feront lâcher par le pouvoir en place. Ils n'ont absolument aucune considération pour vous, aucune. Vous leur êtes utile juste ponctuellement. Mais dès que le mouvement prendra même ponctuellement l'ascendant sur vous, vous ne leur serez plus d'aucune utilité. Ils vont vous lâcher comme des merdes. Et là, vous vous retrouverez dans la position du traître, du collabo. Ça va pas être confortable. Ça vaut aussi pour les juges, etc. et tout. De toute façon, ça. Et une des dernières possibilités, c'est que ça parte en guérilla urbaine. Et notamment donc avec un blocage complet de Paris, et un pouvoir qui au final finit par s'étouffer, un système de non-droit qui est un pourrissement
gérer total. Alors ça aurait l'avantage de nous donner beaucoup plus de temps pour justement préparer l'après. Mais par contre, savoir exactement dans quel sens ça va se passer, si du coup on ne va pas dériver plutôt vers le scénario qui est décrit dans le bouquin de Laurent Oberton, c'est pas dit. Et donc du coup, voilà quoi. Donc chacun des points culminants qu'on peut voir là, bah, c'est rien de réjouissant, franchement. Mais en même temps, les principaux responsables de toute cette situation, ceux qui ont créé les tensions, ceux qui les exacerbent en ce moment, c'est pas le peuple. Là, le peuple, il va trinquer aussi. Ça, malheureusement, on n'a rien sans rien. Mais à l'heure actuelle, il faut bien se rendre compte que la tendance, ça ne peut que grossir. C'est que le mouvement va se radicaliser de plus en plus. Alors, l'après-gilet jaune, la constitution d'une démocratie française. Je dis bien d'une démocratie et non pas d'une république. Nous ne voulons plus de république. Nous voulons une démocratie. Pourquoi je fais cette vidéo, c'est en grande partie pour ça, c'est que bon, on a beau avoir, je dirais, même en ces temps de gilets jaunes, des conférences et des affichages un peu partout. Pour l'instant, moi, je constate pas de travail pour l'après qui a été vraiment préparé, quoi. Et Étienne Chouard, autant avant que maintenant, pour moi, continue d'avoir une vision qui est très limitée sur la problématique. Il y a des points de vue qui sont intéressants, hein, je dis pas. Et puis son travail de pédagogie pendant des années est absolument remarquable et il faut vraiment le récompenser pour ça, quoi. Mais il ignore encore complètement un certain nombre de mécanismes et donc de solutions qui sont à mettre en place dedans. D'où le fait que, voilà, dans les slides d'après, je propose un certain nombre de points qui sont pour moi essentiels à mettre dans une constitution de démocratie française. Se contenter du RIC, pour moi, c'est un piège. Pourquoi ? Parce qu'en fait, à l'heure actuelle, d'un point de vue juridique, on est complètement embourbé dans un ensemble de textes, de traités, etc. et tout, qui ont plus de valeur que la Constitution française. Alors, on parle de l'Europe, mais également de l'OTAN, de l'ONU, de plein de trucs. Donc, le peuple aura beau essayer de décider un truc via le RIC, il va y avoir les autres qui vont arriver qui font « Eh, dites Coco, en fait, bon c'est bien gentil, là, vous avez décidé un truc, mais bon, voilà, quoi, de l'autre côté, il y a ça, et puis ça a prééminence, quoi. Hein, donc, bah, maintenant, vous êtes bien gentil, mais bon, vous vous pliez aux règles. Et puis, si c'est pas, je dirais, d'un point de vue juridique, ça va être d'un point de vue aussi financier. Parce qu'en fait, république et devise, je dis bien devise et non pas monnaie, nous n'avons actuellement plus aucune. Il n'y a quasiment plus aucun pays qui n'a de monnaie. Tous les pays ont des devises, c'est-à-dire des systèmes qui sont basés sur des dettes. À l'heure actuelle, si vous remboursez toutes les dettes, il n'y a plus aucune devise en circulation. Hein. Vous avez remboursé toutes les dettes qui puissent exister, alors aussi bien individuelles, des entreprises, gouvernementales, tout ce que vous voulez, en euros. Il n'y a plus aucun euro. C'est comme ça que ça a été conçu, hein, à la base. Là, quand je dis qu'il n'y a plus aucun euro, il n'y en a même pas un millionième de ce qui est actuellement en circulation. Voilà. Et en fait, ça va faire un choc tellement violent que voilà. Et ça, c'est valable pour l'euro, le dollar, le yen, les livres, tout ce que vous voulez. Tant que quelqu'un a la capacité d'émettre, de contrôler l'émission de la devise, il contrôle l'intégralité d'un pays. Vous pouvez lui mettre n'importe quel système de fonctionnement, un élu, une démocratie, ce que vous voulez, il va vous acheter en un claquement de doigts. Donc voilà. Donc on va les balayer, hein, juste après. Hein.
les points qui me semblent indispensables dans une constitution. Alors c'est juste une ébauche. Je suis parti d'une feuille volontairement, je suis parti d'une feuille blanche. Je n'ai ni regardé la Constitution française, ni regardé la Constitution suisse, des États-Unis avec les amendements, etc. et tout. Je ne... Et je ne suis pas juriste du tout. Donc je propose des choses. Je vais vous expliquer quelle est la philosophie qui est derrière. Après, libre à vous de les compléter, parce que effectivement c'est qu'une ébauche, donc il y a plein de trucs encore à mettre en plus dessus. Et je pense que dans les ateliers constituants, ils ont abordé plein de choses que moi je n'ai pas vues. Mais par contre, tout ce que je vais aborder après derrière, je ne l'ai jamais vu mentionné sur le net. Nulle part. Pour autant, pour moi, c'est absolument indispensable. Il faut absolument éviter de refaire les mêmes erreurs qu'on a fait par le passé. La présente Constitution est le texte suprême régissant le territoire et les citoyens français. Les traités ou autres textes et organisations internationales ne peuvent avoir prééminence sur la Constitution. La hiérarchie juridique de textes internationaux sera établie lors de leur ratification en droit français. Donc ça, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. C'est actuellement la communauté européenne vient de dire on met ça en application. Les Grecs, les Italiens, les Français, ils doivent tous s'y plier. Et ça en plus, c'est d'autant moins légitime que c'est des gars qui sont absolument pas élus, quoi. C'est des fonctionnaires qui sont autonomés selon des processus obscurs, machin chose. Voilà, quoi. C'est pour ça qu'on parle de technocratie. On vit à l'heure actuelle effectivement dans une dictature. C'est une dictature non pas française, c'est une dictature européenne, mais ce sont des gens non élus qui dictent les politiques que doivent appliquer les différents pays. Et ça, jusqu'à preuve du contraire, ça s'appelle une dictature. Alors même si c'est une dictature, on va dire, répartie, puisqu'il n'y a pas un dictateur, et voilà, c'est tout un ensemble de personnes, n'empêche que c'est ça. Hein, parce que bon, le gouvernement, l'Assemblée européenne, etc. et tout, là, n'a strictement aucun rôle à jouer, quoi. Tout se passe dans la commission. Et le but aussi donc de tout ça, c'est d'éviter de se retrouver complètement lié par aussi d'autres problématiques que sont l'OTAN, l'ONU, etc. quoi. Parce que même, faut pas croire, en fait, hein, quand vous allez éplucher, je dirais, tout le travail d'information que fournit Thierry Messant sur la capacité excessivement nocive qu'est l'ONU. En fait, on parle de gouvernement mondial, mais il y en a un de gouvernement mondial. C'est l'ONU qui impose plus ou moins ses règles à d'autres, quoi. Là, les traités de Marrakech, c'est absolument ignoble ce qu'ils viennent de faire. Ils viennent de retirer à la majorité des pays qui ont accepté de le signer. Alors pareil, hein, soit avec de la corruption, soit les gros yeux, soit des menaces, tout ce que vous voulez. Ils viennent de leur retirer la capacité contrôler l'immigration. Prise à une échelle je dirais, individuelle, c'est comme si le gouvernement français faisait en sorte que vous ne puissiez plus être chez vous. Un gars qui arrive dans la rue, il rentre chez vous et il fait ce qu'il veut. C'est exactement ça, hein, à l'heure actuelle. Le contenu de ce traité. Alors oui, on va pouvoir éventuellement revenir dessus dans le futur, etc. et tout, il n'y a rien d'irréversible. Et pareil que les mêmes lois qu'ils ont à l'heure actuelle pour tout ce qui est squat, etc., qui sont absolument ignobles en France, mais c'est la même philosophie. Et l'ONU exerce un véritable diktat et à des administrations qui ont des budgets occultes qui sont utilisés pour des missions de guerre, etc. Ça, c'est clairement documenté. Pour autant,
comme en fait la structure, elle est absolument pas faite pour contrôler cela, ceux qui contrôlent ces administrations, à l'heure actuelle, ils ont les coups des franches. Alors, tous les projecteurs sont sur eux, tout le monde sait que c'est les pires pourris, mais en fait, volontairement, le système a été fait de façon à ce qu'ils ne soient jamais inquiétés, jamais attaquables, ces personnes-là, quoi. Donc, le but de ce premier article, ce sera de pouvoir se prémunir de cela. Si on veut faire un traité avec tel ou tel pays ou telle organisation, etc. et tout, soit on va le soumettre en référendum, et après, et lors de l'intégration dans le droit français, on va établir, savoir à quel niveau de, je dirais, de droit il se situe. La présente constitution ne peut être modifiée que suite à un référendum d'initiative citoyenne constituant. Donc constituant, parce qu'en fait, du coup, il faut que ça soit quelque chose de beaucoup plus large que les référendums auxquels on va avoir généralement affaire. La modification de la Constitution, c'est quelque chose de grave, donc en fait, il faut qu'il y ait un article qui soit clairement dédié juste à ça, quoi, en fait. Toute ingérence dans l'application de la Constitution de la démocratie française par un citoyen ou une entité aussi bien française qu'étrangère constitue potentiellement un crime de haute trahison. Ce citoyen ou cette entité sera jugé en jury d'assises exceptionnel, donc étendu, avec un nombre de jurys beaucoup plus important que l'habituel, et cette personne ou cette entité peut être passible de peine de mort. Alors là, vous allez peut-être monter au plafond. Comment voulez-vous que des personnes qui soient mal intentionnées, qui voudraient revenir à la situation actuelle, qui voudraient de nouveau bénéficier, mettre en coupe, régler le peuple et vivre à ses dépens, respectent en quoi que ce soit une constitution, s'il n'y a pas au bout la peine de mort. Pour moi, pour les autres crimes, ce sera au peuple français de décider. Mais pour moi, ça c'est un des points absolument indispensables. Si vous ne mettez pas la peine de mort liée au crime de haute trahison, on est cuit. On est cuit. Et je précise bien qu'on doit pouvoir cibler aussi bien un citoyen français qu'un citoyen étranger. Alors, ça va peut-être décréer, je dirais, des petits conflits diplomatiques. On fera comprendre au pays d'en face qu'il a intérêt à le tenir en laisse, parce que s'il débarque chez nous, ou ces sbires qui travailleraient chez nous, ils vont y passer, hein, tout simplement. C'est le seul moyen. Une peine de prison, ils s'en foutent. Le nombre même en France, hein, le nombre de scandales qu'on a eu, des trucs où les politiques auraient dû aller en prison, ou n'importe qui aurait... Ils y échappent tous. Ils y échappent tous. Une peine financière, une amende, mais ça les fait bien rigoler, mais ils s'en contrefichent. Derrière, il y a des masses de pognon juste phénoménales, quoi. Donc de toute façon, voilà, quoi. C'est un blâme médiatique ou des choses comme ça. Pouf, ils se refont une santé en 2-2, quoi. Ils se font un petit peu oubliés, là, ils vont un petit peu au petit Canada, ils reviennent, hop là, poum poum, réélus. Il n'y a pas de souci. Là, on connaît, hein. Non, la seule solution, la peine de mort. Alors, ça sera des jurys d'assises exceptionnels, ce sera des décisions qui ne sont pas faciles à prendre, mais si vous ne mettez pas cette épée de Damoclès au-dessus de potentiels malfaiteurs, les autres, ils s'en foutent, hein. N'importe qui a aucune envie, je dirais, de faire du mal à l'intégralité du peuple français, cet article-là, il ne sera jamais ciblé. Mais par contre, quelqu'un qui aura un rôle d'élu, de fonctionnaire, faut savoir que s'il veut être complice d'une puissance, d'une personne ou d'une entité
financièrement puissante qui aurait pour but, je dirais, de me foutre le bordel en France. Si ça reste au niveau juste du petit bordel et que c'est juste les lois inférieures à la Constitution, déjà il risque de trinquer. Mais s'il touche à quelque chose qui impacte la Constitution, c'est la peine de mort. Ça va en faire réfléchir plus d'un. Faut dire ce qui est, quoi. Quatrième point. Les lois sont décidées lors de référendums d'initiative citoyenne législatifs, pour ajouter des lois, ou abrogatoires pour en retirer. Bon, bah ça, c'est juste qu'il faut le mentionner de manière explicite. Les élus ont le statut de fonctionnaire et leur mission peut être révoquée sur référendum d'initiative citoyenne révocatoire. Les élus ont le statut de fonctionnaire. Ni plus ni moins. Et on peut les dégager absolument n'importe quand. En plus d'être soumis à l'épée de Damoclès potentielle de passible de peine de mort s'ils font du crime de haute trahison. Parce que effectivement, je pense que on aura besoin de gérer d'élus, de personnes qui travailleront à plein temps pour aider la population sur un certain nombre de choses. Mais il faut bien voir les choses. Exactement de même qu'en Suisse, par exemple, il y a d'autres pays, ce ne sont que des fonctionnaires. Là-bas, le président de la Suisse, il a juste un rôle représentatif, diplomatique. Et il prend le train comme tout le monde. Il n'a pas le moindre garde du corps. Parce que de toute façon, c'est un simple fonctionnaire. Il n'a pas de poids. C'est pas en le kidnappant que ça va faire changer les Suisses. Qui vont abdiquer leur système d'union de canton, qui vont abdiquer leur mode de fonctionnement autrement plus démocratique que le nôtre, même s'il n'est pas parfait. Voilà. L'armée française est au service du peuple français et ne peut entrer en action que suite à un référendum d'initiative populaire précisant les moyens et durée de mission ou pour permettre la pleine application de la présente Constitution. Un référendum d'initiative populaire, c'est long à mettre en place. Si on a une menace externe ou une menace qu'on n'a pas vu venir de personnes mal intentionnées, que malgré la peine de mort, etc. et tout, il y ait quand même quelque chose qui arrive à se mettre en place et à renverser une démocratie française, il faut que l'armée puisse pouvoir intervenir sans qu'on ait plus le temps de mettre en place un référendum. C'est pour la rédaction de cet article-là, pour moi, elle est peut-être un peu maladroite. Je vous dis encore une fois, je suis pas juriste. Voilà, l'intention c'est ça. C'est l'armée française est au service du peuple. Elle doit rendre compte au peuple. Et elle ne se mobilisera, y compris dans des missions de surveillance ou autres, que sur instruction du peuple. Et non pas d'un potentiel président, truc, machin chose, etc. et tout. Pour permettre la pleine application de la présente Constitution. Alors ça veut dire aussi une chose, indirectement, qu'on ne mentionne pas, c'est qu'il va falloir en faire un trait sur nos armes nucléaires. Mais ça, en même temps, il fallait le faire. Le nucléaire civil n'a jamais existé. Ce n'est qu'une mascarade afin de pomper nos impôts, afin de produire du plutonium pour faire des ogives nucléaires. Le général de Gaulle a intégralement menti, et puis les suivants ont intégralement menti sur cette situation. Si on fait un bilan comptable pur de ce que coûte l'énergie nucléaire française, si on enlève toutes les subventions qui sont faites via nos impôts, le nucléaire français est hors de prix. D'autant plus qu'on n'a même pas encore commencé
à regarder correctement les problématiques, ni de stockage des déchets, ni de démantèlement. Bon, démantèlement, faut pas se faire d'illusions, ils le feront jamais. Ça va rester sur place, ça va pourrir, on va condamner la zone, et puis ça sera condamné pour des millions d'années comme ça, quoi. Mais les stockages de déchets, non plus. Faut voir une chose, c'est que on relâche la problématique sur les générations d'après de manière vraiment complètement lâche. Faut dire ce qui est. Les fonctionnaires ne peuvent exercer leur mission que pour des durées précises. Les fonctionnaires doivent assurer la totale transparence de leurs actions en permanence. Il y a n'importe quel citoyen qui qui veut aller voir, il doit pouvoir le voir, sans même lui poser la question. Donc oui, les fonctionnaires vont être constamment épiés. Leurs mails vont être publics en permanence. N'importe qui pourra aller voir les mails des fonctionnaires. Leurs conversations, tout. Les fonctionnaires peuvent voir leur mission révoquée, soit par décision de justice, soit par référendum d'initiative citoyenne révocatoire. Voilà. Alors sans pour autant que ce soit, je dirais, condamnable de crime de haute trahison. Mais bon, voilà, il y en a un qui fait que de la merde depuis un moment. Il applique clairement pas les lois qu'on lui demande d'appliquer. Il tire, il ralentit le système, etc. Enfin, n'importe quoi, ce que vous voulez. Si les citoyens, je dirais, identifient et que qu'ils veulent le dégager, même si la justice n'a pas eu envie de le faire, hein, parce que bon, voilà. En fait, on peut tout simplement lui dire bye bye et puis on te remplace par un autre. Voilà. Les fonctionnaires ne peuvent exercer que plus de 2 missions successives pour une entité publique, ni 2 missions strictement identiques d'affilée. Et ça va obliger d'avoir un gros turnover. Bon, parce que voilà. Alors, il faudra éventuellement rédiger des trucs un peu spécifiques concernant, je veux dire, des fonctionnaires qui ont des fonctions un peu très spéciales, quoi. De renseignement, notamment à l'étranger, parce qu'il ne faut pas se leurrer, l'espionnage ça existera toujours, y compris quand on en sera nous dans un système démocratique. Et donc là, on ne pourra pas avoir accès en permanence à leurs emails, hein, aux fonctionnaires français, quoi. Sinon, bon, ils sont un peu grillés. Donc il y aura un certain nombre de cas vraiment très spécifiques à préciser. Mais dans l'ensemble, il faut bien voir une chose. Il faut se méfier énormément des fonctionnaires. C'est ce que pas mal de journalistes et de sociologues ou autres ont clairement identifié comme étant l'état profond. Un fonctionnaire qui est en place, même un petit, dans un coin, s'il a décidé que sa mission c'était d'orienter dans tel ou tel axe, gérer son travail, il impacte forcément sur le système de manière globale. Et on se retrouve du coup à avoir des systèmes où en fait même des politiques dans des pays, je dirais, où il y a a priori la souveraineté, hein. Le cas typique c'est par exemple, je sais pas moi, les États-Unis. Le président des États-Unis se heurte sans arrêt à ce qu'on appelle l'état profond, qui est ni plus ni moins que l'intégralité des administrations. Qui ont en plus, je dirais, d'un point de vue juridique, en plus, je dirais, créé une sorte de gouvernement de l'ombre. Mais bon, ça c'est notre histoire. Mais toujours est-il qu'il faut se méfier des fonctionnaires. Alors après, la durée des missions, ça sera à voir. Peut-être que ça sera des missions de 10 ans. Peut-être que ça sera des missions de 2 ans. Ça sera peut-être variable en fonction des types de missions, hein, aussi. Effectivement, il faut aussi que pour certaines missions délicates, qu'ils aient un certain nombre de compétences, donc qu'ils aient le temps de les acquérir. Ça sera géré à ce moment-là. Mais ça fait partie des écueils que je ne vois jamais mentionnés. Se méfier des fonctionnaires, quoi. C'est... La monnaie française sera fixée sur une unité physique
universellement définie, tout en respectant les fondamentaux. Que la monnaie soit quantifiable, échangeable, transportable, durable, divisible, fongible, ayant une valeur intrinsèque. Les moyens de transaction dématérialisés ne peuvent être réalisés que si directement traçables et transférables en monnaie physiquement stockée. La monnaie dette, ce qu'on appelle des devises de nos jours, est interdite. L'État assure la vérification et l'absence de fraude sur la monnaie circulant en France ainsi que sur les stocks des établissements de paiement. Alors ça, c'est absolument fondamental. Il faut bien comprendre une chose. Si on a pu avoir la Première Guerre mondiale, si on a pu avoir la Seconde Guerre mondiale, c'est uniquement parce que il y a eu une généralisation des devises qui ont remplacé les monnaies. Alors oui, les gens n'aiment plus trimballer de la monnaie, n'aiment plus trimballer des pièces, n'aiment plus trimballer des choses qui sont vraiment tangibles. En même temps, comme je l'ai déjà précisé dans des vidéos auparavant, la paresse, c'est la mère de tous les vices. Le courage étant le père de toutes les vertus. Là, actuellement, la monnaie dette qui est dématérialisée, c'est la même chose que l'élection. Ils vont de pair de toute façon. Si vous chassez l'un, mais pas l'autre, vous allez avoir l'autre qui va revenir. Parce que si vous chassez, on va dire l'élection, enfin quand je dis l'élection en tant que système centralisateur de nos droits et donc de nos devoirs. Enfin de nos devoirs, donc de nos droits. Mais que vous laissez un système, je dirais, de monnaie dette, y compris de celui qu'on avait pendant les 30 Glorieuses, etc., et tout, avec le franc. Si vous n'empêchez pas la fraude à ce niveau-là, on est cuit. C'est chasser le voleur par la porte, il va revenir par la fenêtre. Il faut qu'il y ait deux qui dégagent, quoi. Alors, je l'ai rédigé de manière assez vague. Je dis unité physique universellement définie. Pour moi, je pense clairement à un poids. Donc, ça sera des grammes. Parce que c'est des choses sur lesquelles on aura du mal à traficoter la définition. Mais ça peut être autre chose. À partir du moment où c'est une unité de physique qui est définie sur l'intégralité de la planète, qui va assurer les propriétés fondamentales d'une monnaie saine, c'est-à-dire quantifiable. C'est-à-dire que si on double la quantité, bah, ça vaut le double, tout simplement. Qu'elle soit échangeable, pour qu'elle puisse permettre les transactions, parce que bon, bah, jusqu'à preuve du contraire, je sais pas moi, un terrain, bah, c'est pas échangeable avec un autre, on ne pouvait pas le transporter puis le donner à quelqu'un d'autre. Pas aussi facile que ça. Transportable, bah, parce que on doit pouvoir aller faire les transactions ailleurs que l'endroit où on a fait la transaction précédente. Durable, parce que toutes nos devises à l'heure actuelle, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des systèmes pyramidaux, c'est des fuites en avant, et qu'à un moment donné ou un autre, on va se taper toutes les monnaies, toutes les devises le font. Hein. À un moment donné ou un autre, elles finissent en phase hyper inflationniste, type République de Weimar, hein, où entre le matin et le soir, votre bout de pain, il a quadruplé de prix. Et ça afin on va dire d'éponger les dettes, de repartir sur une base un peu plus moins, qui étrangle moins le peuple. À l'heure actuelle, la dette est en train d'étrangler le peuple, et plus ça va, et c'est des mécanismes qui, je vous dis, c'est des fuites en avant, mais sauf qu'à un moment donné, en fait, on arrive à un point de blocage et tout le château de cartes s'écroule. Et ça va nous arriver incessamment sous peu. Hein, ça. D'ailleurs, ce qui est rigolo, c'est que comme la plupart, quasiment plus aucun pays n'a de monnaie,
c'est pas impossible que lors de la prochaine grosse crise, s'il y a une monnaie qui s'écroule, quand je dis qui s'écroule, c'est qui part en hyperinflation, etc. et tout, et elle n'entraîne pas toutes les autres avec elle. Donc ça va être rigolo parce que ça va se faire à l'échelle de la planète, ça. Ce sera une nouveauté. Mais en même temps, bah, on l'a cherché. Et en plus de ça, effectivement, il faut qu'une monnaie, donc c'est un peu, je dirais la même chose que le point de vue durable, bah, il faut qu'en fait la monnaie elle ait une valeur intrinsèque, quoi. Alors durable, on va me dire oui, un billet comme on a actuellement, on le stocke, j'irai à l'abri, sous atmosphère inerte, à l'abri de la lumière, ce que vous voulez. Ah, il est durable. Oui, enfin bon, en même temps c'est un bout de papier, quoi, ça n'a pas de valeur intrinsèque. C'est juste un peu un bout de cellulose sur lequel il y a des choses qui sont griffonnées dessus. Votre gamin qui fait un dessin à l'école, ça a la même capacité, j'irais. C'est juste qu'on lui fait plus de confiance uniquement parce que ça sert à payer nos impôts. C'est juste ça l'arnaque, hein. Alors, j'interdis pas d'utiliser des transactions dématérialisées parce que de toute façon, on ira vers ça. Mais faut voir une chose aussi, c'est que des systèmes complètement dématérialisés qui reposent sur rien, comme des bitcoins ou autres, euh, sont également, je dirais, périssables, destructibles, etc. Malgré tout ce que les gens essaient de leur trouver comme soi-disant de qualité, euh, ils sont manipulables, ils sont traçables, ils sont. Enfin tout. Donc on ne peut pas partir là-dessus, il faut que ça ait une valeur intrinsèque non manipulable. Que c'est une réalité physique. Comme disent il y a un proverbe américain qui dit que tout ce qu'on ne peut pas toucher, on ne le possède pas. Bah, clairement c'est ça, quoi. Alors on pourra faire appel à des établissements de paiement, hein, pour acheter des trucs à distance, quoi. Mais par contre du coup on va dire ces nouvelles banques, c'est parce que cette fois-ci elles ne créeront pas de la monnaie. Si elles font des prêts, ce sera des prêts qui ne seront pas des créations ex nihilo de devises, ou quasi ex nihilo. Euh, il faudra que l'État puisse, j'irai, vérifier la validité des moyens de transaction. Donc vérifier, bon, je sais pas, c'est une des hypothèses parce que c'est ce qu'on avait avant, mais donc du coup des pièces métalliques, l'absence de fraude, et également qui une des missions régaliennes, je dirais, de l'État français, donc on va dire des fonctionnaires qui vont être sous la coupe du peuple français, sera, entre autres, comme pour le contrôle des frontières, etc., et tout, de s'assurer qu'il n'y a pas de. Que les stocks des établissements de paiement ne sont pas manipulés. Voilà. Et les établissements de paiement doivent après derrière se débrouiller entre eux pour faire des transferts de stock et éviter de stocker des quantités qui ne leur appartiennent pas. Les budgets sont décidés par référendum d'initiative citoyenne à valeur variable. Alors pourquoi je fais là, c'est parce qu'en fait pour moi c'est l'un des seuls cas où en fait effectivement il faut qu'il y ait un référendum d'initiative citoyenne qui ait un fonctionnement différent en fait. Après le référendum d'initiative citoyenne c'est vraiment pour toute chose, quoi. Le peuple français sera capable de décider d'absolument tout. D'éventuellement même d'enlever un casier judiciaire à quelqu'un, de lui enlever sa nationalité, de tout ce que l'on veut. L'État français ne pourra en aucun cas effectuer des dépenses non provisionnées. Bon, bah ça c'est en partie une conséquence indirecte de la ligne d'avant, mais ça évite aussi, je dirais, des modes de fonctionnement malsains où en fait on se place sous la coupe d'établissements prêteurs. Alors ça va nous obliger, nous, peuple français, à constituer, on va dire, des caisses d'urgence pour pouvoir éventuellement pallier à un problème quelconque.
notamment des problèmes, on va dire, météo, climatiques, catastrophes naturelles, etc., quoi. Mais ça, il faut absolument le mettre dans la Constitution dès le départ. Sinon, on vous laisse la possibilité à des personnes mal intentionnées de mettre le pied dans la porte et après derrière de venir nous voir, nous dire dites au fait, je vous ai prêté du pognon, donc maintenant vous respectez vos obligations et c'est moi qui décide, quoi. Dixième point que je souhaiterais voir mentionné dans la Constitution, et que j'ai encore jamais vu mentionné. Bon, en même temps, je vous dis, j'ai pas fait partie des ateliers constitution, enfin de rédaction de constitution. J'ai mentionné jusqu'ici à chaque fois que c'était les citoyens français qui décidaient. En fait, qu'est-ce que c'est un citoyen français? Pour moi, il faut quand même le définir à un moment donné ou à un autre. Alors, je pense que pour lancer, je dirais, donner sa voix à un référendum d'initiative populaire, lui donner sa légitimité, avoir le seuil de signature, etc. et tout, n'importe quel résident sur le sol national pourra le faire, y compris s'il a une carte de séjour, ce que l'on veut, etc. et tout. Par contre, après derrière, lors du référendum d'initiative citoyenne, uniquement les Français qui ont uniquement la nationalité française, pas de double nationalité, et qui ont un casier judiciaire vierge. Alors comme je l'ai dit avant, il n'est pas impossible qu'il y ait des mesures particulières qui permettent éventuellement de mettre entre parenthèses un casier judiciaire ou même de l'enlever complètement, quoi. On peut très bien avoir fait des conneries dans sa jeunesse et après être, je dirais, vraiment un héros de la nation et que le peuple français décide d'effacer un casier judiciaire de façon à s'assurer que cette personne-là devienne un citoyen par entière. Mais il faut absolument s'assurer du fait que ce ne sont pas, je dirais, des malfrats, ce ne sont pas des personnes qui ont déjà causé du tort au reste de la société, et que ce ne sont pas non plus des personnes qui ont des intérêts mixtes, qui sont liés à d'autres, voilà. Donc après derrière, n'importe qui peut avoir une double nationalité française et puis je sais pas quel autre pays, hein. Mais seulement dans ce cas-là, il ne sera pas citoyen français. S'il veut devenir citoyen français, il faut qu'il renonce à son autre citoyenneté. On peut pas on peut pas bouffer à tous les râteliers en même temps. C'est juste pas possible. C'est créer des conflits d'intérêts et ça peut venir à manipuler les choses. Voilà, quoi. On en a des cas, hein, notamment des 68 arts, hein, on pense, mais pas que, qui ont des doubles nationalités et qui viennent foutre le bordel ailleurs, quoi. Toute subvention publique est interdite. Ça aussi. Pour la définition même du fascisme selon Mussolini, c'est quand l'État et les intérêts privés sont comme cul et chemise. C'est exactement la situation dans laquelle on est actuellement, y compris pour la sécurité sociale. C'est un des trucs que je comprends toujours pas pourquoi est-ce que Étienne Chouard continue à le défendre. Depuis le temps, il a dû en entendre parler. Ce qu'on nous appelle la sécurité sociale, ce n'est ni plus ni moins qu'un agglomérat de mutuelles privées qui ont des monopoles sur des secteurs d'activité et qui sont soi-disant encadrés par l'État et les syndicats. Autrement dit, on est sous coupe réglée, on se fait complètement vampiriser et eux se gavent. Point. Bon, il n'y a pas que ça, même des exemples, je dirais, beaucoup plus récents. C'est à partir du moment où, je sais pas, on voudrait se dire, ouais, il y a telle entité privée qui a envie de faire tel truc et elle demande des subventions pour le faire. Non. Non. C'est soit elle le fait, soit l'État le fait, avec évidemment l'accord des citoyens, mais on ne fait pas les choses à moitié, quoi. Sinon, clairement, on laisse la boîte de Pandore ouverte,
on aura forcément une dérive qui va nous amener vers un système tel qu'on le connaît actuellement, de corruption, de conflits d'intérêts, de peuples qui passent à la caisse et de connards qui se barrent avec la caisse. Les modalités de fonctionnement des référendums d'initiative populaire, bon bah là pour moi je l'ai mis en 12e point, parce qu'effectivement il faut que dans la Constitution ça soit précisé. Là-dessus il y aura beaucoup de choses à préciser, voilà. En termes de délai, entre on s'appelle la pétition et puis la tenue du référendum d'initiative populaire, le nombre de voix, l'application locale ou nationale, plein de choses comme ça. Là-dessus, il y a... Et puis selon les différents types de référendums, qui soient constituants, législatifs, ou enfin tout ce que l'on veut. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à préciser pour le coup. Il y a beaucoup de variables à faire. Par contre, pour moi, il faudra quand même que ce soit calé dans la Constitution. On ne peut pas déléguer ça dans des lois inférieures en dessous, parce qu'après derrière, sinon on va se retrouver coincé. Si à un moment donné ou à un autre, on se retrouve face à d'autres lois votées pour diverses raisons qui viennent en interaction et qui viennent bloquer le mécanisme. Donc voilà pour, je dirais, cette analyse. Donc je rappelle les différentes conclusions. Interdire absolument l'ingérence d'entités internationales ou de personnes à l'international. On est souverain chez nous et on fait ce que l'on veut chez nous. Si on veut nous proposer un texte qui fait consensus auprès d'autres pays ou autres, soit. On verra ensuite derrière à quel niveau on l'intègre dans notre droit à nous. Mais qu'on ne vienne pas nous parler de textes qui auraient primauté sur notre droit français. Point. Le crime de haute trahison et la peine de mort, qui est absolument indispensable. Je vous dis, c'est pas de gaieté de cœur, hein, mais si on ne met pas cette épée de Damoclès là, tout le reste, il s'en fiche. Et on va de nouveau partir dans des guerres de conflits, etc. et tout. Alors on en aura peut-être quand même, hein, mais si on ne met pas ça, on va en avoir beaucoup plus, et ça va être juste horrible. On aura peut-être fait tout ça pour rien, et après derrière, on va avoir des gens qui vont venir nous dire, vous voyez, hein, votre truc, ça fonctionne pas. Ouais. Les élus qui ont un statut de fonctionnaire, tout simplement. Donc, à durée variable, puisque juste après, durée déterminée, on va dire. Puisque c'est précisé après. L'armée au service du peuple français. Les fonctionnaires qui doivent tourner, qui n'est pas tout le temps les mêmes. Alors peut-être qu'on va me dire qu'on va se priver de compétences, etc. Oui, peut-être, mais c'est mieux que le fait d'avoir un état profond. On s'en rend même pas compte à l'heure actuelle, hein, mais on a un état profond. En plus d'être sous coupe réglée de Bruxelles. Donc voilà, c'est... la monnaie française qui ne doit plus être une devise. Et l'État qui doit en assurer l'absence de fraude. L'absence de... Comment ça s'appelle ? La définition du citoyen français. Donc uniquement nationalité française et casier judiciaire vierge. L'interdiction de toute subvention publique. C'est l'État d'un côté, les entités privées, que ce soit personnelles ou morales, de l'autre. Point. On sépare les choses. Le mixte, c'est juste une façon de transférer nos impôts dans des poches privées. Ça n'a jamais servi qu'à ça. Et
puis après, il y a du coup plein d'autres choses à préciser sur les modalités de fonctionnement des différents référendums d'initiative populaire. Voilà, donc appropriez-vous cette vidéo, commentez-la, faites-moi remonter vos critiques, vos commentaires par divers moyens. Vous pouvez tout à fait reprendre tous ces contenus dans vos propres travaux. J'espère que, comme je vous ai dit, que tout ce qui est travaux sur une constitution deviennent publics. Donc s'il y a des geeks et qui connaissent des bonnes plateformes qui permettent de faire ça, et qu'on ait une traçabilité des modifications et qu'on puisse avoir éventuellement du coup des votes, des discussions, des commentaires sur des différents articles, tant mieux. Mais si vous pouvez mettre ça serait bien, parce que bon, là, tel que les choses, tel que ça se présente, je sais pas si c'est une question de semaines ou de mois, mais les points de bascule, les points culminants, on risque de les atteindre vite. Vu le niveau d'autisme des autres en face, c'est juste effarant, quoi. Et je souhaite absolument pas, j'envie pas du tout ceux qui travaillent actuellement en tant qu'élus, en tant que fonctionnaires peut-être qui seront un peu moins, je dirais, exposés. Et encore, faudra voir, hein. Ça dépend des corps de fonctionnaires. Des forces de l'ordre, des médias, du système judiciaire. Eux, dans les mois qui vont venir, clairement, il y en a qui vont se faire tondre. Si c'est pas plus, si c'est pas pire. Parce que bon, leur dernière grosse transition, ils ont inventé la guillotine. Nous, on sait pas trop, hein. C'est malheureux à dire, mais c'est ça, hein. Le système a poussé les gens à bout. Une fois que les foules elles sont incontrôlables, elles sont incontrôlables. Allez.